elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à 2 pas du château. Tiens, on a découpé une femme. I am a feminist. Je vous obsède avec une constance. Je ne me suis pas conduit d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. C'est enfermant pour tout le monde. Le droit de se regarder en face, le droit de se ramasser la gueule. Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'époque, elle marque son époque. Entre subjectivité et révolution. Boum. Poudre. Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Chloé Corman. C'est par le langage que circulent de fausses évidences en permanence et si on est dans l'incrédulité, on peut entendre des choses, avoir une espèce d'oreille qui siffle et qui donne envie de reformuler. Depuis 3 ans, les actes antisémites flambent partout en France. On profane des cimetières, des symboles à la mémoire de Simone Veil ou d'Ilan Halimi. On révèle la présence de groupuscules néo-nazis, notamment au sein de l'armée française. On insulte, on caricature, on tue. La haine des juifs et des juives s'exprime partout, tout le temps, de façon décomplexée, il y a encore quelques jours sous forme de graffiti sur la façade de Sciences Po Paris. La rabbine et brillante essayiste Delphine Horviller le dénonçait déjà il y a 2 ans dans l'épisode 46 de La Poudre, que je vous invite à réécouter. Récemment, sur Radio Classique, elle disait « La montée de la haine antisémite est un prélude à une haine qui va frapper tout le monde. Il est urgent de lutter contre la dissociation qui s'opère souvent dans l'espace public entre l'antisémitisme et les autres formes de racisme. Car l'antisémitisme est un racisme. Et c'est ce rappel salutaire qu'est venue faire l'écrivaine Chloé Corman dans son essai « Tu ressembles à une juive » paru en 2020. C'est aussi une romancière bouleversante. Je suis encore éblouie par les éclats de lumière de Midi, dont je vous recommande chaudement la lecture. Et je suis très honorée de la recevoir dans La Poudre aujourd'hui. Avec Chloé Corman, on a parlé de La Muette, de Bobigny et de Marseille. Chloé Corman, vous êtes écrivaine, autrice de 3 romans, Les Hommes couleurs, Les Saisons de Louvre-Pleine et Midi, dont nous allons parler au cours de notre échange, parce qu'ils sont tous les 3 très spécifiques, uniques en leur genre. Vous êtes également professeure de français au lycée Jean-Pierre Timbaud à Bobigny, et vous avez publié, il y a quelques mois, un essai que j'ai envie de qualifier de plus personnel, Tu ressembles à une juive, qui rappelle quelque chose de simple, mais qui devait être rappelé. L'antisémitisme est un racisme. Et puis, Chloé Corman, vous êtes une citoyenne engagée. En faisant mes recherches pour l'interview, j'ai été ébahie par le nombre de tribunes que vous avez signées ces derniers mois, ces 2 dernières années, j'ai envie de dire. Vous vous êtes emparée de thèmes brûlants, polémiques. Vous y êtes allé les 2 pieds dedans. L'affaire Matzneff, le privilège blanc, l'assassinat de Samuel Paty, le racisme de valeurs actuelles. Vous clamez fort vos craintes et vos opinions, vos espoirs aussi, puisque vous êtes à l'origine d'un appel à la candidature de Christiane Taubira pour l'élection présidentielle de 2022. Et tout ceci fait vraiment de vous, j'ai envie de dire, une intellectuelle de gauche dans la plus pure tradition française, dans la lignée de Sartre, Beauvoir et Camus. Et je me demandais si vous pouviez identifier le moment où vous vous êtes dit « ça suffit, j'y vais, je me lance dans la mêlée ». Est-ce qu'il y a eu une forme de déclic à un moment ? Bonjour Lorraine Bastide et merci pour cette incroyable généalogie. Je sais pas, je pense que le sentiment et la volonté de s'engager est premier. Sa forme change, mais la volonté d'exprimer une colère mais qui ne soit pas stérile, qui soit une façon de se mettre en mouvement, de proposer des mots communs pour créer des solidarités et premier, il est présent en fait. Ma trajectoire d'écrivaine m'amène de plus en plus vers une écriture plus personnelle, mais en fait, ce mouvement est déjà présent avec mon premier livre, Les Hommes couleurs, qui est une œuvre de pure fiction, mais je vois dans ce geste de la pure fiction
aussi un engagement, c'est-à-dire une façon de dire, justement, alors, bon, d'abord c'était un roman avec un thème très politique, historique et politique, qui était celui de la migration sud-américaine vers les États-Unis depuis les années 60, mais avec une histoire qui était tout à fait imaginaire, quoique composée d'énormément de réel. Et déjà, en fait, pour moi, la fiction, c'est aussi une façon de dire que je ne suis pas assignée à certaines histoires. Et d'ailleurs, ce n'est pas parce qu'en ce moment, j'écris des histoires plus personnelles que j'ai envie d'abandonner cette pulsion-là. Et donc, c'était déjà de l'engagement, c'était déjà de la politique. Bien sûr, je l'identifie, mais écrire une tribune dans Libération, ou dans l'Humanité, ou dans Le Monde, ou dans Mediapart, et après, voilà mon opinion sur ce qui s'est passé hier, sur tel débat de société, c'est quand même un geste qui est beaucoup plus impulsif et chaud que de d'écrire un roman. Oui, mais alors après, quand vous publiez, tout d'un coup, ce qui est magique, merveilleux, c'est que vous entrez dans un dialogue avec un public, avec des interlocuteurs. Il y a beaucoup de tribunes que vous avez citées, que j'ai pas forcément su citer, qu'on est venu me chercher. D'accord. Le Monde est, par exemple, pour la tribune sur l'affaire Christophe Girard ou sur le privilège blanc, j'avais fait peut-être des petits billets assez impulsifs sur Facebook, et puis dans la foulée, il y a des journalistes qui me suivent, qui viennent me chercher. Il y a aussi... En fait, publier vous met à un certain endroit parce que vous avez fait des recherches, parce que vous avez rencontré certains témoins de certaines situations, qui font que quand les événements vont à un certain endroit, vous avez envie de participer, ou on vient vous chercher. Et un tournant a été aussi, après la publication des Saisons de Louvre-Pleine, qui raconte des émeutes en Seine-Saint-Denis, et que j'ai écrit après avoir fait un très long, très approfondi atelier d'écriture avec des adolescents de la Courneuve. Après ça, j'ai aussi très spontanément pris la parole quand il s'agissait de contester notamment certains clichés qui me paraissaient extrêmement oppressants concernant les personnes qui vivent en banlieue. Donc cette légitimité-là, elle s'est construite aussi par la publication et par l'imposition en fait de votre parole dans l'espace public, progressivement. Oui, c'est un va-et-vient en fait, entre ce que vont chercher les livres, et c'est important que les livres soient fassent partie en fait de cette conversation qui se crée avec ces gens qui viennent me demander, parce que je suis quelqu'un pour qui la parole orale est toujours un danger, quelque chose de plus fragile. Et c'est important qu'il y ait le préalable d'une parole sur laquelle j'ai eu le temps de la réflexion et du mûrissement, qui est celle de l'écriture. Elle vous a répondu, Taubira ? Elle n'a jamais répondu. Et c'est quand même la fin donc pour les auditeurs. Donc on a, avec le producteur Maxime Rusniewski, qui était auparavant au cabinet de Najat Vallaud-Belkacem, qui est producteur de télé sur des thèmes d'égalité homme-femme, de lutte contre l'homophobie, beaucoup de thèmes sur l'égalité. On a voulu susciter une candidature. On a publié une lettre co-signée par beaucoup de citoyens de tous les horizons, de tous les métiers, qui est paru dans Mediapart en fin novembre, et ensuite suivi d'une pétition. On n'est pas les seuls à avoir essayé. Mais alors là, mon engagement militant s'arrête du fait aussi que je pense que une telle candidature, c'est un tel sacrifice de soi aussi, que si elle n'a pas pris le relais à ce stade, je pense que là, on a dit ce qu'on pouvait, et qu'il faut aussi s'engager derrière une personne de gauche qui aura vraiment envie, quoi. Ouais, c'est ça. Elle n'a pas envie d'y aller, je crois. Votre essai « Tu ressembles à une juive » est sorti il y a tout juste 3 mois. Vous avez été invité dans les médias à en débattre. J'aimerais savoir, 3 mois après sa sortie, quelle est votre perception de la réception médiatique qui a été faite de ce message, qui est un message quand même nuancé, et aussi un message assez explosif en France, où on a vraiment beaucoup de mal à penser l'antisémitisme correctement. D'ailleurs, c'est ce que raconte le livre. C'est génial que vous disiez 3 mois, parce qu'en fait, ça fait 1 an et 3 mois. 1 an et 3 mois, pardon. Mais non, mais en fait... Il est revenu dans les médias. Mais en fait, ce qui est génial, mais j'adore, parce que
Ce que je me dis souvent à propos de ce livre, c'est qu'il pourrait renaître. L'intention de ce livre, c'est vraiment, l'intention de ce livre pourrait recommencer tous les 15 jours. Ouais. Alors, pour contextualiser très précisément ce qui s'est passé il y a un peu avant 1 an et 3 mois, c'est-à-dire le moment où je me mets à l'écrire, c'était un état, comme souvent, comme ça n'a fait d'ailleurs que s'aggraver, du débat public en France concernant les questions de racisme et d'antisémitisme que je jugeais absolument pervers, et qu'en tant que personne juive, il y a eu un moment de court-circuit, vraiment de court-circuit intellectuel, quand, après une série d'actes antisémitisme qui m'ont véritablement blessée, il y a eu des cimetières profanés en Alsace, il y a eu les croix gammées sur le visage de Simone Veil dans le Marais, l'arbre au souvenir de Ilan Halimi qui était scié. Bon, ces gestes-là étaient terribles. Et c'était donc au printemps 2019. Et à l'époque, j'avais reçu Delphine Orviller dans La Poudre, d'ailleurs, et qu'on en avait parlé longuement. Voilà, les auditrices et c'est très préoccupant. C'est il y a 2 ans, en fait. Ouais. Et escalade de fureur, à un moment, Alain Finkielkraut est pris à partie dans une manifestation publique, je crois que c'était en marge d'une manifestation des Gilets jaunes, est traité de sale sioniste. Et réponse du gouvernement, il faut interdire de traiter quelqu'un de sioniste. Voilà. Alors, on avait escalade antisémite, et tout d'un coup, l'événement déclencheur qui suscitait une prise en charge publique, c'était le moment où on s'en prenait à Alain Finkielkraut, qui est quand même, pour moi, qui incarne qui est un pompier pyromane, qui est sans cesse en train de clamer qu'il y a trop de violence dans ce pays sur le plan idéologique, tout en répandant son fiel et son mépris sur énormément de catégories de population. Et c'est de voler au secours de ce mec-là qui était la réponse, et une réponse d'ailleurs insultante pour moi, parce que, en fait, en tant que juive, être assimilée à l'État d'Israël, c'est violent, voilà. Il y a beaucoup geste en fait de mettre dire sioniste, c'est dire juif en fait. C'est exactement ces équivalences qui s'est construite, quoi. Et absolument. Et en fait, nul doute que dans cet instant, la personne qui a insulté Alain Finkielkraut, c'était une manifestation d'antisémitisme. Ce n'est pas ça que je conteste. Mais de là à interdire de critiques, et ce qui est gênant, c'est qu'il y avait énormément, si on écoute les insultes, il y a des menaces verbales, mais qui concernent l'envie de détruire la personne, Alain Finkielkraut, etc. Donc en fait, il y a une violence verbale qui permet très bien de condamner ce mec. À ce moment-là, l'arsenal juridique, on a exactement ce qu'il faut. Et pourquoi, du coup, interdire, une fois de plus, d'avoir un débat sur la politique israélienne, qui n'est pas le centre et l'unique réalité des Juifs, particulièrement en France. Voilà. Donc je me suis sentie mal représentée, mal défendue. Et je me suis mise à écrire ce texte qui m'a replongée aussi dans une enfance de parents militants, et dans l'envie de dire des choses. Alors il y avait 2 enjeux pour moi dans ce texte. L'enjeu de parler d'antisémitisme et de racisme en France, et puis l'enjeu de créer une parole essayistique qui soit dans la nuance. Se dire, peut-être que c'est possible d'avoir une parole complexe qui crée de la solidarité, qui emmène les gens. Parce que ce qu'on nous fait croire en permanence, c'est que pour emmener un mouvement, il faut dire n'importe quoi de caricatural. Et moi, j'avais envie, et c'est pour ça que j'ai fait un livre qui est très flâneur, qui est très... je vais dans différents lieux de ma vie. Très wolfien, très inspiré aussi de... oui, c'est vraiment... Le procédé narratif, on dirait un peu une chambre à soi, c'est-à-dire que vous vous baladez dans la ville... Je parle à des gens, j'hésite. C'était absolument mon modèle de la voir, de penser à elle
traversant en biais les pelouses du campus alors que c'est interdit et se demandant si elle allait se faire plus engueuler que si elle est un homme et s'arrêtant au bord de l'eau, etc. Non mais vraiment, c'était ce modèle-là de physicalité de la narration que je suis allée chercher. Et donc pour rappeler des réalités simples, d'une part, je pense que ce débat sur l'antisémitisme, il faut toujours l'avoir en maintenant deux équilibres. Parler d'antisémitisme et parler de racisme, parler d'antisémitisme comme une manifestation du racisme, ce qui n'empêche absolument pas de marquer sa singularité historique. Mais voilà, on est dans un pays où il y a beaucoup de groupes qui subissent le racisme sous différentes formes, d'ailleurs je le dis dans mon livre. D'autres groupes subissent de la discrimination, ce qui est rarement le cas pour les personnes juives. Enfin voilà, mettre ensemble antisémitisme et racisme et parler d'antisémitisme selon deux histoires en France. L'histoire récente qui est celle de l'antisémitisme venu du monde musulman, venu du face-à-face, aggravé d'ailleurs par la colonisation française dans les pays d'Afrique du Nord qui s'est importé en France, et parler du vieil antisémitisme d'extrême droite, de la veine Action française, et ne jamais oublier en fait c'est deux fois deux pôles quand on parle de cette question. Ouais. Et vous désignez vraiment très bien le mécanisme qui consiste en fait à fabriquer de l'islamophobie et du racisme en s'appuyant sur l'antisémitisme. Dans les discours médiatiques, les discours gouvernementaux, il y a une tendance à complètement oublier alors évidemment vous rappelez que cet antisémitisme il existe au sein des mouvements antiracistes qu'on trouve notamment dans la bouche de Dieudonné par exemple, quand vous rappelez les faits d'armes et ça fait mal, mais vous rappelez aussi qu'il y a un antisémitisme blanc qui est très ancré, qui est très actif. On est le 18 mars. Hier, Mediapart a révélé la présence d'un courant néo-nazi au sein de l'armée française. Quand on dit néo-nazi, on parle bien d'une adhésion à une idéologie antisémite avec salut hitlérien, appel au meurtre. Est-ce que vous pensez que ça peut rentrer dans la tête de la France un jour, que cet antisémitisme, on le trouve en fait dans toutes les couches de la société française ? Est-ce que vous avez l'impression que depuis que votre livre est sorti... Mais c'est absolument rentré, puisque de toute façon, ce vieil antisémitisme-là, il repose sur la connivence. Voilà, c'est des groupes où on dit, où on suppose, de façon paranoïde, qu'on s'est bien compris sur le fait que depuis des générations que les juifs ça posait problème. C'est historique ça en fait. La citoyenneté française a été étendue aux personnes juives au moment de la Révolution française et ça a été le début d'un État moderne qui accepte de donner, de situer la citoyenneté dans une identité qui soit pas culturelle, religieuse, mais qui... Voilà. Et depuis, ça fait... Enfin, après, il y a aussi un antisémitisme encore plus ancien, mais ça fait trembler une certaine... un certain contentement de soi, où, voilà, en fait, c'est de la connivence, je pense, et dans ce cas... en fait, il y a des groupes sociaux où ça se sait très bien, mais effectivement, les manifestations de ça, moi, ça m'a vraiment brisé le cœur récemment. Le roman que j'écris en ce moment, c'est un roman qui repose sur une enquête autour de 3 petites filles des cousines de mon père qui ont été déportées par le dernier convoi au départ de Paris en 1944, des toutes petites filles. Et leurs parents ont été déportés depuis la gare de Pithiviers 2 ans avant. Et je suis allée dans le Loiret visiter, et quand j'étais sur le chantier de la gare de Pithiviers, parce qu'ils sont en train de la rénover, et il y avait des signes du mouvement néo-nazi Ordre Nouveau qui étaient tagués sur cette gare, qui était une énorme gare de déportation des Juifs. Voilà, donc je me retrouvais là sur les traces de ma famille. Tout d'un coup, ce qui me pétait à la gueule, c'était un symbole néo-nazi. Ça, c'était il n'y a pas très longtemps. Mon livre, le livre « Tu ressembles à une juive », je devais le mettre à jour en permanence de l'actualité, du racisme et de l'antisémitisme. Il y a eu l'affaire Yann Moix en plein milieu, où on a sorti ces fanzines où il se moque des camps de concentration.
Et puis, rappeler que Marine Le Pen, dans la dernière campagne, trouvait que la responsabilité de la France dans le Vel-d'Hiv, c'était quand même un peu abusé. Voilà, bon, c'est... Ce livre pourrait commencer, en fait, tous les jours. Ouais. Pourrait commencer tous les jours, et le mépris... Récemment, j'ai aussi... c'était il y a 1 an. Il y a eu... je me suis occupée de déposer une plainte au CSA parce qu'il y avait une émission où on se repassait les images de la mort de George Floyd, un médecin invité sur le plateau de CNews, qui regardait les images pour débattre du fait, est-ce que le policier assis sur la gorge de George Floyd, est-ce qu'il était vraiment en train d'abuser physiquement. Il passait l'image comme ça pour l'utiliser, pour débattre, de savoir si c'était un meurtre ou pas. Enfin, ça rappelait vraiment le fait de visionner des lynchages, c'était odieux. En fait, à tout moment, on peut malheureusement recommencer ces constats en ce moment. Et c'est fascinant, et d'ailleurs, en vous écoutant parler, vous êtes en train de le refaire, comme vous bouclez tout. Il y a quelque chose qui m'a marqué dans cet essai. Vous parlez de la Muette, qui est un endroit qui a servi à parquer des juifs, femmes, hommes, enfants, avant d'être déportés dans les camps en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, qui ont été transformés en logements sociaux où aujourd'hui vivent des familles principalement issues d'Afrique du Nord, dans des conditions extrêmement précaires. Et vous, en fait, il y a vraiment des lieux physiques en France, des lieux géographiques où ces deux formes de racisme, l'antisémitisme et l'islamophobie, en fait, se cognent, et il y a une espèce d'ironie, en fait, affreuse à constater quand... Enfin voilà, ça boucle en fait toujours, quoi. Il y a toujours des moments où les deux bouts d'histoire se rejoignent quelque part. Oui, alors Drancy et la Cité de la Muette, c'est un exemple extrême de notre difficulté à considérer l'histoire. Parce que c'est un lieu qui a été reconnu. Quand on dit Drancy, en fait, très peu de gens, vous pouvez sonder autour de vous, très peu de gens arrivent à se figurer cette énorme cité HLM, qui était la première de France. Parce qu'en fait, on pense à des camps. Et on imagine des grands hangars, pas des immeubles avec des appartements. Voilà, en fait. on imagine des bâtiments de bois dans la boue, ce genre de lieu, mais qui en fait était plutôt le cas de Beaune-la-Rolande. Et Drancy, c'est un lieu qui montre à quel point on a du mal à... Donc d'abord, le premier président français qui est venu... président de la République qui est venu se recueillir là et faire une cérémonie dans ce lieu, c'est François Hollande en 2012, c'est quand même... Alors que c'était vraiment l'endroit de parquage avant la déportation de milliers de juifs. Et puis aujourd'hui, c'est très compliqué parce qu'on a mis un musée mémorial au demeurant très bien fait en face, mais... il y a toujours des gens parmi les populations les plus pauvres, et donc ça coïncide avec des minorités venues d'Afrique subsaharienne, d'Afrique du Nord, qui vivent là, et avec ces fantômes, et c'est très troublant. Ouais, c'est troublant. Mais c'est aussi qu'on a du mal à se raconter. Je ne sais pas... Pourquoi on croit toujours que raconter l'histoire va créer du conflit, alors que moi je suis sûre que ça peut au contraire apaiser énormément. Je voudrais qu'on revienne un tout petit peu en arrière et qu'on parle un peu justement de cette enfance que vous avez tout petit peu évoquée. Vous avez grandi à Boulogne-Billancourt. C'était comment de grandir à Boulogne ? C'était très protégé. C'était une enfance près du bois. De promenades, d'automne dans les bois, de parents très impliqués dans mes lectures, mon éducation, et voilà. Et donc dans un monde aussi très intellectuel, très 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 investi dans le débat politique, puisque mon père, en tant qu'avocat, était très impliqué dans
dès qu'il pouvait, dans des procès sur des questions de racisme, les grands procès du négationnisme. Aussi, ça m'a donné d'ailleurs cette vision de mon père, la notion parfois du fait que combien la vie militante est chahutée, violente, parce qu'il est milité à la LICRA, une association qui a évolué. Lui, c'était une personne à gauche, et la LICRA a de plus en plus évolué vers la droite et vers le souci contre le racisme et l'antisémitisme, mais en fait qui se préoccupe surtout d'antisémitisme, qui a beaucoup de mal à s'ouvrir. Et puis et mon père, lui, était très actif en fait de façon assez précoce sur les questions de discrimination positive, faire des statistiques ethniques, etc. Et il était très seul. Et puis bon, comme il a aussi un caractère assez conflictuel, ça tournait toujours mal. Donc une impression, c'est pour ça aussi quand je vous parle d'un engagement progressif, je pense que j'ai aimé écrire, penser la violence à travers l'écriture, penser les relations sociales à travers le roman, qui est un lieu quand même extraordinaire pour représenter des conflits, des tensions, mais pas dans cette mêlée qui m'avait quand même douloureusement impressionnée, je crois, dans l'enfance. Ouais. Il y a un passage que je trouve vraiment intéressant dans la tribune que vous avez publiée en mars 2019, donc sur le site AOC. En fait, il faut comprendre que Tu ressembles à une juive, tout est parti de cette tribune qui a été publiée à ce moment-là. Et vous dites, si je devais résumer ce qu'est pour moi être juive, c'est grâce à un mot que je me murmure avec un sentiment de liberté, de provocation, de joie, le mot incrédule. C'est ce refus de m'en laisser compter que je ressens vis-à-vis de l'État français, qui n'a pas protégé ma famille il y a seulement 60 ans. Sous des formes diverses, je ressens aussi de l'incrédulité vis-à-vis des discours des médias ou des partis politiques. Et je me suis demandé si cette incrédulité-là vous avait été transmise dans votre éducation, dans votre enfance par vos parents. Ouais, je crois, absolument. Ouais. Absolument. D'abord, on peut même dire un mot plus fort, qui est de méfiance. Ouais. Je pense quand même que moi, tous mes grands-parents ont dû se cacher dans les années 40, et sinon je ne serais pas là. Et donc donner carte blanche à l'État, c'est quand même une idée que personne n'aura dans ma famille. C'est pas, on est on n'est pas dans un sentiment d'opposition permanente. Je vous dis, on est des citoyens plutôt privilégiés. Mais l'idée que spontanément la force publique se comporte bien, c'est vraiment la dernière des idées qu'on pourra mettre sur la table sous le toit de mes parents. Alors pas forcément formulée de façon explicite, mais je l'ai reçue, ça. Cette idée que non, c'est pas parce que c'est les personnes en place que c'est même pas parce qu'on a voté pour eux, qu'ils vont faire spontanément des choses justes, voilà. Parce que les mots sont prononcés aussi, que ça efface les actes qui ont lieu par le passé aussi. Il y a tous ces discours de façade, en fait, qui... Oui, discours de façade, mais comme on a vu avec l'exemple de Drancy, ça met quand même un peu de temps à se mettre en place, ces discours. Et puis, il y a toujours des trucs qui débordent. Je sais pas, Pétain, un grand soldat dans des commémorations par Macron. Mais pourquoi dire une chose pareille ? On n'en avait pas besoin. Qu'est-ce que... Bon, je sais pas. Et donc ça, c'est la méfiance. Et puis l'incrédulité, oui, ça c'est une posture critique, c'est une posture intellectuelle qui, je pense, est très... que je vois de façon comme presque un ressort comique du judaïsme. Voilà. Alors moi, je n'ai aucune religiosité, mais ce que j'aime dans la judaïté, c'est cette idée que on vous annonce le Messie et vous dites ouais, enfin quand même, on va peut-être attendre un petit peu parce que et même l'idée, je suis même pas très versée dans l'histoire et la théologie, même pas du tout, mais ce que je comprends, c'est qu'on est dans
dans un monde d'un Dieu sans visage et d'interprétation et de réinterprétation permanente des textes, où j'ai l'impression que la foi dans le judaïsme, c'est beaucoup de réflexion et de remise en cause de la lettre. Et donc, voilà, cette posture critique, en fait, si je retiens une chose, c'est pas mal, ça m'intéresse. Et je pense que en tant qu'écrivaine, c'est génial comme matrice, parce qu'on est là dans le bain du langage, dans le bain des évidences langagières par lesquelles on essaye enfin, c'est souvent sans intention, quoi, mais c'est par le langage que circulent de fausses évidences en permanence, et si on est dans l'incrédulité, on peut entendre des choses, avoir une espèce d'oreille qui siffle et qui donne envie de reformuler. Cette obsession que vous avez pour le sens des mots, pour la matérialité des mots, en fait, vous êtes tout le temps en train de questionner et de redonner un nouveau sens aux mots. C'est en lisant votre tribune au sujet de l'affaire Christophe Gérard, vous proposez même une autre définition de oui et de non, en fait, pratiquement. Vous avez l'impression finalement qu'un même mot dans la bouche, dans la vôtre, dans celui d'une femme victime de viol ou d'un lycéen de la Courneuve va apporter toute une dimension, en fait, va charrier toute une géographie, toute une histoire différente. Enfin, cette complexité qui vous tient à cœur, je trouve qu'elle est beaucoup dans cette quête-là. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, moi je suis vraiment sensible aux mots. Je suis vraiment quelqu'un qui peut. Je peux souffrir physiquement d'une conversation qui aura glissé de cliché verbal en cliché verbal, comme si on s'ignorait, par exemple. Ou c'est vraiment, je peux entrer dans une phase de malaise parce que comme si j'avais été percutée. Ça c'est bon, ça m'a toujours défini, quoi, dans la qualité de mes journées, dans mes émotions. Les mots font partie de ce qui me blesse ou ce qui me réjouit, au même titre que je sais pas, que le climat, la lumière. Ça me fait vraiment cet effet-là physique. C'est pour ça que d'ailleurs que récemment, je me suis plongée avec une joie immense dans l'observation des débuts du langage aussi chez mon petit garçon, l'aîné, et voir à quel point il y a une matérialité des mots, à quel point ils naissent dans une forme de matérialité, et tout ce que ça apporte, tout ce que ça déploie. Je reprends donc au texte sur l'affaire Christophe Girard et Matzneff. Je réfléchissais dans ce texte au mot de consentement. Absolument, c'est génial, en fait, de la part de l'autrice Vanessa Springora. C'est génial parce qu'elle parle du consentement à la relation sexuelle, mais en fait, et c'est de ça aussi que je parle dans ce texte sur l'affaire Girard, ce qui est en jeu beaucoup au-delà et qui prolonge la situation de violence, c'est le consentement de la société à ce que cet acte ait lieu. Voilà, enfin, ça permet d'ouvrir la compréhension et l'intimité avec des situations merveilleusement, quoi, de pouvoir toucher les mots. Et ça résonne aussi, je trouve, avec les silences aussi dont vous parlez dans Tu ressembles à une juive, autour de votre enfance. Enfin, voilà, tous vos grands-parents ont dû se cacher, tous vos grands-parents ont été persécutés, poursuivis, discriminés. Vos parents, ils incarnent chacun aussi des pans différents des persécutions contre la diaspora juive. Votre mère qui vient d'Alsace, on sait ce qui s'est passé en Alsace pendant la Seconde Guerre mondiale. Votre père de Pologne, on sait ce qui s'est passé aussi en Pologne. Et pourtant, ça vous a pas été forcément transmis tout ça de façon hyper verbale, hyper claire, quoi. Vous l'avez peut-être plus lu dans les interstices, dans vos échanges avec votre grand-mère. Par exemple, cette phrase « Tu ressembles à une juive », c'est votre grand-mère qui vous le dit. Et à travers cette phrase, vous comprenez qu'elle est complètement marquée par l'époque où il ne fallait surtout pas ressembler à une juive, de crainte d'être déportée, arrêtée. Vous l'avez plus deviné qu'entendu, au fond, tout ça. Ça a mis du temps de comprendre ces nuances entre l'histoire de comprendre que c'était pas du tout la même histoire d'être des juifs d'Alsace, intégrés à la société française depuis la Révolution,
presque pas au courant en fait qu'ils étaient juifs jusqu'en 1942 et qu'au moment où on leur a intimé l'ordre d'être bannis et puis d'être des immigrés, des gens... moi, ma grand-mère qui était née d'une famille immigrée de Pologne, je me rappelle petite de son accent, du fait que je ramais parfois pour qu'on se comprenne, parce qu'en plus elle était retournée vivre en Suisse et donc elle avait perdu beaucoup de français. Donc l'idée donc d'un bain linguistique différent et ça qui me, d'ailleurs en termes de sensibilité, d'expérience d'enfance racontée, ça me donne, je comprends très bien la situation d'enfants d'immigrés, de certains de mes élèves, de certains des ados avec qui j'ai fait des résidences, des ateliers, ce moment où en fait l'enfant est celui qui crée la citoyenneté de la famille et qui va par l'école, tout d'un coup c'est lui qui fait rentrer dans une espèce de rituel du commun de la société donc voilà, mais c'était deux histoires complètement différentes et puis j'ai compris aussi le feuilletage de la judéité en fréquentant petit à petit des ados juifs d'Afrique du Nord, où c'était encore tout à fait autre chose dans la façon d'exprimer, de pratiquer le rituel, d'être plus affirmatif en fait. Voilà. Et sur la parole de ma grand-mère, très vexatoire, hein, attache tes cheveux, donc ça donne le titre de cet essai, attache tes cheveux sinon tu ressembles à une juive. C'était aussi montrer à quel point on peut accumuler les entraves, puisque ma grand-mère, qui a été une enfant cachée pendant la guerre, était devenue une femme extrêmement conformiste et rigoriste sur le plan des mœurs, très raide, m'imposait comme ça une espèce de discrétion, notamment sur tout ce qui était la féminité. Et donc il fallait pas ressembler à une juive, mais de toute façon il fallait pas se faire remarquer dans trop de féminin. C'était pas correct. Et ça c'est aussi l'accumulation des stigmates en tant que juive, mais aussi en tant que femme. C'était aussi le début de l'intuition de ça. Cette phrase qui m'a percutée à ce moment-là, mais en fait encore des années plus tard. Chloé Corman, vous êtes née femme ou vous l'êtes devenue ? C'est, je crois, en permanence les deux, quoi. En permanence les deux. Je crois que j'ai petite fille, je me suis pas du tout imaginée. Oh là là. En fait, c'est-à-dire que ce qui est progressif, c'est la prise de conscience qu'il faut le devenir. Enfin, que si on veut le devenir, ça se construit. Petite, par exemple, spontanément, j'adorais des fictions très masculines, avec des personnages de la mythologie, comme Ulysse ou comme des personnages masculins. J'avais pas connaissance de frontières dans ma façon de m'identifier. Et puis je crois que plus le temps passe, plus je le deviens, mais dans un sentiment de paradoxe. Ouais. Non, parce que dans votre réponse, je retrouve quelque chose que j'ai lu dans un entretien que vous avez donné au site Diacritique. J'ai trouvé ça très beau parce que vous dites... alors cette question qu'on pose à toutes les écrivaines qui est un petit peu énervante sur l'écriture féminine, est-ce qu'il y a une écriture féminine ? Et vous dites que dans un premier temps, cette idée, vous la rejetiez en bloc parce que vous disiez, attendez, si j'écris de la fiction, c'est pour avoir la liberté justement d'être homme, femme ou autre, d'être juive ou musulmane, d'être américaine ou française, d'avoir l'histoire que je veux avoir. La fiction, ça sert à ça. Et puis vous dites qu'à force d'écrire et de voir aussi comment vos livres sont reçus,
par la critique, par le public. Vous avez dû admettre, et je vous cite, « Il y a bien une singularité féminine dans mon approche et elle n'est pas la bienvenue ». Pourquoi vous dites ça ? Pourquoi elle n'est pas la bienvenue ? Alors ça, c'est une prise de conscience qui est venue avec les saisons de Louvre-Pleine. Ouais. Parce que c'était un livre très politique et j'ai senti que, en fait, c'était très... qu'on m'aurait plus prise au sérieux si j'avais été un homme qui traitait de ce sujet politique. Alors juste pour resituer, donc Louvre-Pleine, c'est sorti en 2013, si je ne me trompe pas, et pour faire un petit synopsis rapide, c'est l'histoire d'une jeune femme algérienne qui arrive dans une ville, donc Louvre-Pleine, qui est une ville imaginaire, mais qui est ancrée en Seine-Saint-Denis, dans le 9-3, de façon pour le coup très réaliste, qui est sur les traces de son mari qui a disparu et qui se retrouve mêlée dans des bandes d'adolescents qui font du trafic, et on assiste à des scènes d'émeutes qui rappellent ce qui s'est passé en 2005 après la mort de Ziad Ebouna. Et voilà, il y a ce personnage central, Sony, qui est un adolescent, et attention spoiler, sautez de 2 minutes si vous voulez pas voir la chute du livre. En fait c'est une fille, et c'est ça en fait tout le twist du roman, et c'est une amitié, finalement on croit que c'est une amitié entre un jeune homme et une femme, et en réalité c'est une histoire de solidarité féminine au fond. Oui, et c'est un élément qui a été absolument pas reçu par la critique. Pour moi, je me mettais complètement dans ce personnage de Sony, parce que c'était dans la constellation de personnages, d'adolescents, c'est le plus libre. Il va partout. Il connaît les forêts qui entourent la Seine-Saint-Denis. Il connaît les caves. Il connaît... vraiment, c'est celui qui circule le plus. Et je me mettais beaucoup dans ce personnage. Parce que, en fait, je me disais avec une mélancolie, mais profonde, qu'en fait, si ce personnage était extérieurement une fille, elle pourrait pas faire tout ce qu'elle faisait aussi librement. Et j'étais presque blessée que ce personnage dans lequel je me reflétais n'était pas entendu, n'était presque pas remarqué par les critiques, les journalistes qui sont venus me parler de ce livre. Et après ce livre, je vous avoue qu'il est déroutant. J'ai commencé par lire Midi. J'ai commencé par lire votre essai Tu ressembles à une juive, et ensuite j'ai lu Midi, donc le livre que vous avez sorti en 2018, et je l'ai lu d'une traite. Je l'ai pas posé pendant 24 heures. J'étais complètement absorbée dans le récit. C'est un livre, comme son nom l'indique, qui est clair, qui est lumineux, quoi, qui est hyper limpide. Et les saisons de Louvre-Pleine, c'est hyper complexe, c'est hyper foisonnant. C'est un livre qui est gothique, quoi, où il faut vraiment complètement, on se croirait dans Notre-Dame, quoi. C'est presque du Victor Hugo, quoi. Et je pense qu'il y a tellement d'endroits où on s'accroche, en fait, que peut-être on peut passer à côté. Enfin, je me rappelle, je le lisais, puis je disais, mais en fait, j'ai pas capté ce personnage. Il faut que je revienne en arrière parce que c'était important, ce personnage de la travailleuse du sexe, ce qu'elle racontait sur cette. Enfin, et c'est peut-être pour ça aussi que les gens sont passés à côté. Ça savait peut-être pas où s'accrocher. Enfin, j'en sais rien. Les critiques, en tout cas, sont peut-être passées à côté. Mais c'était quand même. Sony, c'est le héros. Je trouve ça génial que vous disiez roman gothique, parce que c'était vraiment mon modèle, en fait. Je voulais représenter la Seine-Saint-Denis d'une façon qui soit pas indexée sur les représentations médiatiques, mais sur un truc de minéralité et d'ombre que je prenais chez les Brontë, chez Daphné du Maurier, vraiment dans c'est cet imaginaire-là dans lequel j'ai puisé. Et après, la profusion des personnages, c'était politique, c'était la légitimité d'un monde riche. C'était de pas... Voilà, pour moi, ce roman, il devait mettre en scène une grande variété de personnages pour qu'on y voit une autonomie, un univers autonome, et pas annexé par les médias, par des figures clichés de jeunes de banlieue ou de dealers. J'ai déployé plein de personnages. Il y a beaucoup de mères de famille, il y a des infirmières, il y a des profs, il y a une grande complexité, et c'est ça que je trouve intéressant. Je me suis dit, en fait, c'est un roman complexe parce que justement, l'objectif, c'est de redonner de la complexité à la banlieue. Quoi. C'était vraiment un souhait. Sortir du plaquage médiatique dont elle fait l'objet en permanence, quoi.
On a sauté Les Hommes couleurs, qui est votre premier livre, pour le coup qui se passe à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, qui a été d'ailleurs récompensé du Livre Inter. Ça a été un très grand succès. Et je me suis demandé s'il n'y avait pas eu une espèce de, de rapprochement progressif en fait de vous, parce qu'évidemment qu'on sent bien que dans cette histoire d'exil, de racisme et d'émigration, il y a en filigrane les exils et les racismes qu'ont subi votre famille en Europe, et que finalement vous avez fait pas à pas de l'Amérique à Louvre-Pleine jusqu'à aujourd'hui. Là, vous êtes en train de travailler sur votre famille. Est-ce qu'il n'y avait pas toutes ces étapes à franchir pour finalement vous rapprocher de votre récit à vous, quoi? Sans doute. Mais je ne sais même pas si c'est la fin du cheminement, parce que le désir de fiction est quand même permanent. Et donc là, par exemple, j'écris une enquête. Je me mets en scène très directement, comme pour l'essai, en fait. Me déplaçant dans le Loiret, sur les anciens lieux des camps, dans Paris. Vous savez, là, on est tout près de 2 foyers. Où des centaines d'enfants juifs ont été, ici même où on enregistre, où ont été mes cousines. J'y vais, je parle aux gens, je rentre dans les halls d'immeubles. J'ai vu une plaque dans le quartier, là, tout juste à côté. Des fois il y a des plaques, des fois il n'y a pas. C'est une histoire qui est comme ça, en filigrane dans tout Paris. Donc c'est très réel, et en même temps, il y a une espèce de combat moral pour moi dans l'écriture de cette histoire, parce que elle est écrite d'avance, elle se termine très mal. Et ça, je parle d'enfants, et j'ai envie de suivre une pulsion de vie qui est présente aussi dans des moments où je fictionnalise certains moments. C'est-à-dire, je ne les fais pas passer pour vrais, mais je les suppose possibles. Et donc, j'imagine des scènes où elles sont dans les lectures de leur âge, dans les dialogues, dans des dialogues possibles, dans des... Voilà, il y a aussi beaucoup de fiction. C'est un texte assez hybride. Quant à s'approcher de soi ou prendre de la distance, j'ai un rapport compliqué à ça, parce que l'écriture de l'engagement, quand qui consiste à servir une demande d'égalité, parfois elle me rend mélancolique, en fait, parce que je me dis que si on était vraiment égaux, par exemple les femmes écrivains et les hommes écrivains, on n'aurait pas besoin de mettre la militance au centre de l'écriture. Vous voyez, un groupe qui n'est pas discriminé n'a pas besoin de passer sa journée dans des affects de colère et de centrer son propos sur l'expression d'un combat, en fait. Et donc moi aussi, en tant qu'artiste, en tant qu'écrivaine, j'ai envie de mettre dans mon écriture ce à quoi j'ai droit à égalité avec d'autres écrivains, c'est-à-dire des choses contemplatives, abstraites. Ouais. Et j'ai envie de faire sentir à d'autres lectrices et d'autres lecteurs que tout le monde a droit. Et pour moi, la littérature, c'est un langage qui se situe par rapport au murmure, à la conversation de la société, à la conversation politique, à l'histoire, dans un pays. Mais en fait, c'est un dialogue aussi avec les autres langues, avec les autres imaginaires. Les autres époques aussi. Oui, et c'est un dialogue aussi avec ceux qui ne parlent pas. C'est pour ça que les lieux aussi ont une grande importance, avec les êtres qui sont silencieux, avec les choses qui sont silencieuses. C'est des choses que j'ai envie de mettre moi dans mes textes, et j'y ai droit. Et c'est pour ça que, en fait, c'est une écriture militante, mais aussi par les actes, parce que je m'autorise, et parfois je n'y pense pas, c'est juste que c'est ce que j'ai envie de faire, de parler d'un paysage ou de raconter une histoire complètement fantasmatique, parce que c'est ça aussi l'exercice de sa liberté d'écrivain. C'est marrant parce que ce passage-là, enfin ce que vous venez de dire, cette espèce de tension entre
En fait, si je devais résumer ce que j'ai compris, ce que vous venez de dire, c'est qu'il y a une espèce d'exigence de politiser, quelque part, parce que vous êtes femme, parce que vous êtes juive, parce qu'il se passe ce qui se passe dans la société, qu'on vous attend sur ces questions-là. Et en même temps, vous aimeriez aussi pouvoir y renoncer, quoi. Et pas vous sentir obligé de les produire. Et il y a ce passage dans la fameuse tribune d'AOC, vous dites... L'ambiance actuelle, que je trouve incroyablement poisseuse, encourage les assignations identitaires et met à mal une forme de liberté, d'anonymat culturel dont je fais une force dans ma vie de romancière. Elle entrave la joie de la fiction, qui est de pouvoir parler de soi par des biais détournés. Et en le lisant, je me suis dit, en fait, elle a peur de ne pas pouvoir écrire Louve pleine aujourd'hui. Vous avez peur que peut-être aujourd'hui, vu le contexte, on vous reproche d'avoir écrit Louve pleine, dont le personnage principal est une femme algérienne, qui n'est pas vous. Je sais pas. Hein. C'est hyper compliqué. Alors ça, j'y pense parfois. Je sais pas. La réception de ce livre, elle aurait été peut-être plus forte. C'est compliqué. Hein. Elle aurait peut-être été plus forte si moi, l'écrivaine, j'avais vécu une telle histoire, j'avais représenté les minorités qui sont les personnages de ce livre. Et aujourd'hui, est-ce qu'on me reprocherait une espèce de, d'usurpation, dans un état de raidissement du débat sur la question de l'antiracisme, du racisme, des identités? C'est impossible à savoir. Ce que je sais, une des joies que j'ai à considérer ce roman, c'est... je m'en suis rendu compte quand je suis arrivée à la dernière page. Et donc ça, je pense que je pourrais le réécrire tel quel aujourd'hui. C'est un roman sur la Seine-Saint-Denis sans religion. Et ça, je n'y ai pas mis d'intention. On parle de mes intentions politiques. Il n'y a pas d'islam politique, il n'y a pas d'embrigadement, il n'y a personne qui s'intéresse de près ou de loin à... Il n'y a pas de mosquée. Ouais, vraiment. Donc, bon, ça, je pense que là-dessus, il y a une espèce d'abstraction fictionnelle qui fait que je pourrais encore tout à fait librement... Et ça, d'une certaine façon, c'est une réponse à l'obsession identitaire dont on nous étouffe en ce moment. Et en même temps, je ne l'ai pas fait exprès. C'est-à-dire que moi, en fait, la religion, ça me barbe tellement que ça m'a... Souvent, je me suis dit, bon, bah, quand même... Mais ça m'intéressait pas pour construire mon histoire, voilà. Donc ça pourrait encore avoir cette écriture et ce scénario tel quel, puisque en fait d'une certaine façon ça répondrait à l'idée que la violence, on n'a pas besoin de convoquer cette grille de lecture identitaire sur ce qui se passe en banlieue pour comprendre que ça peut péter parce que la pauvreté, parce que la relégation, parce que bien d'autres critères. Mais je trouve ça intéressant. Enfin, encore une fois, vous avez une complexité, une nuance dans votre approche. Enfin, là, vous critiquez l'obsession identitaire vraiment à juste titre, et en même temps, vous êtes capable d'écrire une tribune en expliquant oui, le privilège blanc existe, détendez-vous. Et ça, je trouve ça vraiment... vous mettez le curseur vraiment à un endroit que très peu de gens en fait arrivent à mettre en France. Et je me demande si c'est parce que vous avez étudié aussi aux États-Unis. Est-ce que, avec l'éducation que vous avez reçue, si vous n'aviez pas passé cette année ou deux Columbia à faire de la recherche sur l'esthétique du cinéma, enfin sur la sociologie du cinéma, vous seriez capable de formuler les choses avec autant de nuances aujourd'hui en France? Je pense que les États-Unis m'ont enseigné. Et puis j'ai aussi fait des études d'anglais, donc j'étais dans un bain intellectuel américaniste, même depuis la France. Et les États-Unis, donc cette année là-bas, et plus au long cours, m'ont enseigné qu'on pouvait parler effectivement d'identité d'une façon qui n'était pas paranoïde. Parce que c'est aussi une façon, au contraire, de parler entre communautés. Au lieu de parler d'un conflit, on va se raconter l'histoire
l'histoire coloniale, l'histoire de l'esclavage, l'histoire des États-Unis. On va affirmer, définir des groupes sociaux et raconter des pratiques culturelles. Et ce travail, en fait, qui n'est pas de conflit politique, mais de description, en fait. C'est ça aussi que m'a apporté le paysage intellectuel américain, l'envie de décrire. Et la description des groupes sociaux, des groupes politiques, c'est quelque chose de pacifique. Enfin, ça apporte autre chose pour se parler entre différentes origines. Donc ça m'a... Oui, je pense que ça m'a aussi construit dans un rapport assez décomplexé au fait de parler des questions d'identité. Alors j'avais envie qu'on clôture par Midi, dont je viens de parler un petit peu tout à l'heure, qui est un livre très, très calme, très contemplatif, je trouve, qui parle des lâchetés, des silences, des complicités. Mais on y retrouve aussi votre obsession de la nuance et de la complexité, l'idée qu'il n'y a jamais de bourreau et de victime, que c'est jamais aussi simple que ça. Et voilà, c'est l'histoire d'une femme qui se remémore il y a 20 ans. Elle était animatrice dans une colo d'été à Marseille, dans un stage de théâtre. Et une petite fille victime de violence dans son foyer. On ne sait pas très bien, on pense que c'est sa maman, mais on n'est pas tout à fait sûr dans le roman. D'ailleurs, ça aussi, c'est magnifique parce qu'on ne sait pas en fait. Et voilà, je vais encore faire un spoiler, désolée, zappez si vous voulez, mais voilà, à la fin du stage d'été, la petite fille meurt. Et c'est le constat de l'échec en fait des animateurs de la colo à activer les signaux d'alerte au bon moment et à finalement la sauver. Voilà, j'ai des petits frissons en vous le racontant. Et en même temps, ce que j'ai lu dans ce roman, où il y a vraiment énormément de descriptions aussi magnifiques de la mer, du ciel bleu en été. En plus, j'adore Marseille, ça se passe à Marseille, donc ça me parlait aussi beaucoup, ça me racontait un peu des choses de mon enfance. Et je me suis dit, finalement, parfois, on est obligé de détourner ses yeux de la laideur pour regarder vers la lumière. Et finalement, parfois, fermer les yeux, c'est de la lâcheté, mais c'est aussi de la survie. Ouais. Le roman est beaucoup construit là-dessus, sur le fait que y a une question de survie, effectivement, à puiser dans toute la beauté qui est autour de ces jeunes femmes. Ce site extraordinaire, le théâtre, ça se passe dans un stage de théâtre, où les enfants font une petite mise en scène adaptée de La Tempête de Shakespeare. Donc il y a aussi la beauté du langage, il y a aussi la beauté des imaginaires, il y a la beauté de la découverte de la sensualité, du début de la vie amoureuse. Et effectivement, c'est pas une alternative stricte entre se sauver en étant dans le beau ou agir pour sauver cette petite fille. C'est des zones plus ambiguës où on se rend compte peut-être que de toute façon on peut rien faire. Il y a des moments où elles essayent, elles vont voir des foyers, on leur fait constater à quel point ça va être galère de mettre à l'abri cette petite fille. Donc si ça se trouve, elles ne vont rien réussir. Et donc la beauté dans laquelle elles puisent peut-être aussi leur fait survivre moralement à cet événement. Mais c'est pas décidé. Enfin, je veux dire, j'ai un rapport compliqué à mes héroïnes. Et alors encore plus peut-être au directeur du théâtre, qui est quand même plus central dans le dispositif d'oppression de cette petite fille. Mais vous tranchez pas à son sujet. Quoique, il y a cette phrase, j'arrive bien à la redire correctement, vous dites celui qui meurt est pardonné, ou celui qui meurt c'est dans La Tempête de Shakespeare. Voilà. Celui qui meurt a payé ses dettes. Voilà. Et lui il meurt. Il meurt après toute une partie de sa vie dans un processus conscient ou non assez suicidaire, assez peu conscient de soi. Et ouais, alors le personnage de Dom, c'est extraordinaire parce que ça a été un personnage très séducteur, une espèce d'idéalisme radical, et à la fois incapable de préserver la beauté vivante au présent, dans l'immédiat,
C'est ça l'idéalisme, dans la personne des enfants de son théâtre, et qui séduit et aveugle aussi beaucoup les 2 filles animatrices. C'est un personnage que des femmes, notamment, m'ont beaucoup reproché. Mais en fait, au sens... parce qu'elles le connaissent. Elle couche avec les deux. Oui, parce que ce personnage-là de négligence, de désinvolture masculine, elles m'en ont voulu que les 2 filles se laissent avoir, quoi, se laissent embarquer, alors que moi je comprends très bien qu'elles se laissent. Elles vous en veulent parce qu'il existe, parce qu'on l'a tous croisé ce garçon-là, surtout à 20 ans. Voilà. Vous l'avez écrit d'une façon différente, ce livre, par rapport aux autres? J'écris jamais, je suis toujours autrement dans l'écriture de chacun de mes livres, parce que donc celui-là, oui. Pourquoi? D'abord, ça va peut-être... Il est sans enquête, quasiment, ce livre-là. Il est sans enquête. Enfin, je veux dire, il y a... C'était bien, j'ai pu passer du temps à Marseille pour explorer les lieux encore. Enfin, je connaissais la ville, donc c'était déjà là que je voulais situer l'histoire. Mais à part ça, c'était pas... vous voyez, là, en ce moment, je suis dans un énorme travail d'archives, et pour Louvre-Pleine, il y avait eu l'atelier d'écriture, il y avait eu un temps énorme dans les lieux historiques de la Seine-Saint-Denis, parce que c'est un territoire d'histoire extrêmement... Mais là, un théâtre qu'il fallait... le texte de la pièce, c'était de Shakespeare, c'était une ressource, mais il y avait une énorme liberté vis-à-vis de l'enquête et du réel. Et puis, effectivement, il y avait une ivresse de la lumière, de se mettre dans la peau de ces filles, dans leur folie d'aveuglement, quoi. Ouais, c'était... J'aimais bien être plongée dans l'écriture de ce livre. Et en même temps, c'est le regard d'une de ces 2 filles à 40 ans, qui est devenue médecin, qui est dans un Paris beaucoup plus gris, qui est devenue mère aussi, qui pose ce regard-là. Donc c'était aussi... La mise en abîme est intéressante, parce que le personnage qui raconte l'histoire, il est beaucoup plus proche aussi de vous aujourd'hui, même si vous n'avez pas des grands enfants comme elle et tout. Mais bon, vous avez des enfants aussi. J'ai 2 enfants aussi, j'ai une mère médecin. Donc il y a aussi l'univers hospitalier qui afflue. Mais vous voyez... Comme ça, par exemple, la médecine, l'hôpital, qui est un monde qui me fascine à travers tout ce que les... Qui est présent dans Louvre-Pleine aussi beaucoup. Et ça, j'aurais dû le dire. Sur l'enfance, je pense que les métiers de mes parents, c'était incroyable. C'était des histoires tous les jours. Une mère médecin, c'est des histoires tous les jours. Et des histoires, vous voulez pas être un héros de cette histoire. Mais, et l'univers de l'hôpital, mais donc qui affluait comme ça spontanément. Et le réel aussi, presque sans le demander. Je me rappelle d'un passage, par exemple, pour construire la scène dans le foyer d'accueil des jeunes filles battues. Un jour, j'étais à une terrasse un été, et il y avait une assistante sociale qui était au bout du rouleau, qui se confiait à une copine sur les problèmes de moyens, pas assez de personnel, etc. Et ça, c'est un dialogue qui a duré une demi-heure. J'ai tout noté et qui est rentré. Mais il y avait quelque chose comme ça, une grâce dans l'écriture de ce roman, où les choses venaient à moi par le souvenir, par l'imaginaire, par la puissance évocatrice de ce texte de Shakespeare auquel je revenais, parce qu'il fait naître. Je sais pas, c'est tellement l'imagination. Enfin voilà, c'est une île. Il y aurait des gens dans une île, c'est tout. Enfin, en plus, l'histoire, elle est hyper simple. Donc, quelque chose très, très, qui affluait de façon très spontanée. En parlant d'île, est-ce que vous avez accès à votre chambre à vous, Chloé Corman? C'est une difficulté permanente. J'adorais. Et puis, mais je peux pas. Je peux pas avoir une pièce de plus. Donc c'est une espèce de comment dire, de lutte permanente, de me mettre... c'est un leitmotiv de ma vie d'écrivaine, de tout d'un coup de me mettre dans une humeur épouvantable, parce que j'arrive pas à étaler mes dossiers, que je trouve qu'il y a trop de lumière ou pas assez dans la pièce où je travaille,
que le café que je trouvais parfait depuis 15 jours, tout d'un coup, il y a une nouvelle cliente qui parle fort ou un nouveau client qui m'a mal parlé et où ils ont changé la musique. Donc voilà, en ce moment j'écris dans ma cuisine. Parce que le café, c'est plus possible encore. Voilà, le café déjà, c'est plus possible. Et j'écris dans ma cuisine. Et j'écris beaucoup en marchant, en fait. Comment ça ? En parlant ? Non, mais je compose l'histoire, la trame, la cohérence d'une page, certains choix de mots, énormément en marchant. En fait, j'ai besoin d'avoir du temps à moi, avant tout, pour marcher, pour voir une fois que j'ai quitté la pièce où je travaillais, donc quelle qu'elle soit, j'ai besoin de voir si à l'air extérieur, comme ça, au grand air, est-ce que ça tient ? De quoi je me souviens ? Ce qui va rester sur la page. C'est ce que faisait Virginia Woolf aussi, je crois. Elle battait la campagne pour penser à ses textes. C'est d'autant plus agréable de penser à ces promenades. Bon, il y a une question que je m'étais jurée de plus poser dans la poudre parce qu'elle m'a énervée, mais je sais que vous venez d'avoir un petit bébé. Et du coup, j'ai envie de vous poser cette fameuse question de l'utérus que j'ai posée à beaucoup, beaucoup de femmes avant vous. Comment vous entendez-vous avec votre utérus, Chloé Corman ? Donc ça va, je crois qu'il a retrouvé sa taille habituelle. Ça prend un moment, rappelons-le à celles qui n'étaient pas au courant. Non, au début, ça dégonfle très très vite. Les sages-femmes vous montrent, il était là, elles vous montrent le sternum, et puis tout d'un coup, elles vous montrent en dessous du nombril, vous dites « Ah bah dis donc !» Donc en fait, en vous disant ça, ce dont je me rends compte, c'est que je m'entends très bien avec mon utérus, parce que, en fait, ce que j'adore, c'est dans l'expérience de la grossesse, de la maternité, c'est cette incroyable découverte de la plasticité du corps. Mais d'ailleurs, je sais pas si c'est un attribut féminin, au fond, mais c'est une expérience radicale de ça. La transformation de soi. Et ça, je trouve ça vraiment dans l'image de soi. C'est une expérience magnifique, en fait. Donc c'est une expérience qu'on fait toute la vie, de changer, de se modifier, d'être à l'aise dans un lieu ou dans une sensation et de plus l'être et de l'être à nouveau. Enfin, mais de façon très condensée, pendant quelques mois, ça vous raconte ça d'une façon extrêmement dramatique, intense, et en plus, dans ce récit intérieur qui se fait avec cette présence du tout petit, et ça, je trouve ça génial. Ça évoque quoi pour vous, la poudre ? Ça m'évoque à la fois les armes, mais aussi la poudre des feux d'artifice de la fête. Merci beaucoup, Chloé Corman. Merci, Lorraine Bastide. Merci à Chloé Corman d'être venue faire parler la poudre avec moi. La poudre est un podcast produit par Nouvelles Écoutes. Merci à Aurore Meyer-Mailleux pour la réalisation, à Gaïa Marty pour la programmation, la prise de son et le reste. Au mixage aujourd'hui, Marion Emery. Merci à Bonnie Banane pour sa chanson dans le générique. Merci à vous pour l'écoute. On se retrouve sur Internet, Instagram, Twitter, Facebook. La poudre est partout. Si vous avez des réflexions, des compliments ou des critiques à faire, n'hésitez pas, j'adore ça. Ah, j'allais oublier, pour lire les mêmes livres que moi, allez sur le site La Poudre Lit. Vous connaissez la suite, prenez soin de vous et continuez de faire parler la poudre.